Merci Monsieur le Président Amiral. Alors ce sera une approche polémologique et géopolitique très rapide. Vous excuserez le caractère affirmatif d'un certain nombre de propositions compte tenu des délais impartis. Le titre qui est proposé, les guerres des 25 dernières années, donc depuis les bouleversements internationaux, les stèles dessinées, celles de demain. Alors on laissera de côté évidemment les questions de terrorisme. Le terrorisme ne nécessite pas une guerre, on ne gagne que des batailles et non pas une guerre contre le terrorisme. Et on laissera de côté un certain nombre d'autres éléments comme la piraterie maritime. Pourquoi laisse-t-elle deviner? Et est-ce qu'elle laisse deviner? Parce qu'elle n'annonce pas. Elle n'annonce pas d'abord pour trois raisons. Parce que l'histoire n'est pas linéaire, l'histoire est tragique, parce que d'autre part il y a des ruptures stratégiques, pensons au 11 septembre du mien, et puis également le fait que, ça avait été souvent rappelé par spécialiste de l'histoire diplomatique, Jean-Baptiste Durozel, décédé il y a peut-être une vingtaine d'années, le rôle de l'événement qu'on minore toujours quand on analyse les tendances de long terme. Alors, il se trouve que dans une revue que, Amiral, vous connaissez bien, Défense nationale, en mars 99, c'est-à-dire 10 ans après les bouleversements internationaux, et donc il y a 15 ans de cela, j'avais proposé un article intitulé « Vers des conflits armés, de nouveaux conflits armés, point d'interrogation ». On y relevait l'illusion euphorique de la fin des bouleversements internationaux. On remarquait évidemment la fin de grands conflits régionaux qui avaient dévasté de vastes aires, comme évidemment en Indochine, comme en Amérique centrale, comme en Afrique australe, comme au Moyen-Orient. C'était en 88 la fin de la guerre Irak-Iran, qui s'était d'ailleurs terminée par un cessez-le-feu. Et puis on y relevait au fond que la décennie intéressante pour l'évolution des guerres, vue d'il y a 15 ans de cela, c'était la décennie 80, et non pas la décennie 90. Alors 3 coups de projecteur au détriment de l'Asie, faute de temps. Premier coup de projecteur sur l'Europe, deuxième coup de projecteur sur l'Afrique, troisième coup de projecteur sur la Méditerranée arabe. On reconnaît l'ordre chronologique des récentes années. En ce qui concerne l'Europe, c'est évidemment la poursuite du processus de fragmentation. Vous avez vu apparaître sur la carte, entre 1990 et 1993, donc en 27 mois, 23 nouveaux pays, compte tenu, bien entendu, entre autres, de l'unification de l'Allemagne. Vous avez vu apparaître également 5 nouveaux pays issus de la Yougoslavie et même issus de l'ex-Yougoslavie, le Monténégro en 2006, par la négociation, puis par l'autoproclamation d'indépendance. C'est très important pour nous, la création du Kosovo, qui d'ailleurs, il faut le rappeler, n'est pas reconnu par 5 pays de l'Union européenne, et pourrait-on dire à juste titre. Et en ce qui concerne donc cette fragmentation, elle s'est poursuivie pour l'Europe très récemment, en mars 2014, par cette sorte de vol par effraction qui a été la récupération ou l'appropriation, comme on voudra, par la Russie de la Crimée ukrainienne. On remarque aussi, c'est important pour l'avenir en Europe, on l'avait vu dans la Yougoslavie et l'ex-Yougoslavie, on le voit aussi dans la Crimée, la désorganisation des conflits armés de la guerre, puisque même en Crimée, on a vu à nouveau les cagoules, on a vu les uniformes sans signe distinctif, on a vu des forces par procuration, instrumentalisées notamment par la Russie. Autre chose intéressante en ce qui concerne l'Europe, c'est évidemment la permanence, je dirais, de l'ombre de l'URSS, de l'ex-URSS, puisque quand vous regardez depuis 25 ans, c'est important pour l'avenir, vous avez à l'extérieur de la Russie, mais à l'intérieur de l'ex-URSS, de véritables bubons stratégiques, ou en tout cas limités, puisque la Moldavie n'est pas maître de l'entièreté de son territoire depuis 1991, à cause de la question de la Transnistrie. Vous avez également le cas de l'Azerbaïdjan qui n'est pas maître de l'entièreté de son territoire à cause de l'occupation d'une partie de son territoire par la Moldavie, cela depuis le cessez-le-feu de 1994. Et puis vous avez également, dans l'ordre chronologique, la Moldavie qui n'est pas maître de l'entièreté de son territoire, la Géorgie
excusez-moi, qui n'est pas maître de l'entièreté de son territoire par, on va dire, présence militaire par procuration des Russes sur 2 provinces internes à la Géorgie, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. Et puis tout récemment, la Crimée, qui est un cas particulier, comme vous le savez, mais qui est incluse par définition dans l'ex-URSS. Donc on peut remarquer pour l'Europe que c'est une fragmentation qui est loin d'être achevée, sans doute non pas par la guerre, mais par de graves complications, on va dire diplomatiques, c'est aggravé par ce à quoi on assiste, c'est-à-dire les régionalismes indépendantistes. Vous avez le cas évidemment connu de la Catalogne, vous avez le cas de l'Écosse, il y a eu un coup d'arrêt pour l'Écosse, mais sans doute est-ce partie remise si on regarde les prochaines décennies. L'un des facteurs les plus pestilentiels en Europe est celui des revendications régionalistes à caractère indépendantiste. C'est évidemment ces régions, c'était des entités qui avaient été justement flattées et promues par l'Union européenne en son temps, croyant qu'elle allait devenir un État. Alors, en ce qui concerne le deuxième coup de projecteur, c'est sur l'Afrique. Avant la Méditerranée arabe. Pour l'Afrique, là aussi, ce n'est pas comme en Europe la fragmentation, mais c'est en fait la multiplication des guerres civiles. Et la première date à retenir, c'est celle de 1989, donc avant les bouleversements internationaux, avec le surgissement qui avait étonné tout le monde de la guerre civile au Libéria. Cette guerre civile au Libéria a été suivie de quantité de guerres civiles, ne serait-ce que dans son environnement donc, régional, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, etc. On pourrait multiplier les événements, allant jusqu'à la actualité, un génocide avec le Rwanda en 1994. Ces caractéristiques conflictuelles en Afrique sont très intéressantes. Ce sont des guerres somme toute assez longues, assez cruelles, qui sont régionalisées ou par l'intervention intempestive des voisins, ou par le rôle des organisations régionales comme la CEDEAO évidemment en Afrique de l'Ouest, ou par l'intermédiaire assez modeste, il faut bien le dire, de l'Union africaine, ou par le développement en ce moment, depuis quelques années, des médiations ou des intercessions au tout début de la crise. Vous avez une région qui évidemment focalise ou regroupe un certain nombre de ces conflictualités multiples qui sont interactives, interdépendantes et qui ajoutent à la violence, c'est bien sûr la région de la Corne de l'Afrique. Avec pour l'Afrique quand même 2 grandes interrogations, et ce sont 2 molosses. L'un molosse démographique évidemment, c'est le Nigeria, restera-t-il unitaire dans les décennies à venir? Et s'il ne le reste pas, et prions les dieux pour qu'il le reste, mais s'il ne le reste pas, une remarque, ça se passera vraisemblablement par une guerre civile, compte tenu du fait que la séparation entre le Nigeria du Nord et le Nigeria du Sud ne peut pas obéir à des lignes territoriales rationnelles. Donc le Nigeria, vous remarquerez, c'est important pour nous ici dans cette salle, que tous les voisins du Nigeria, tous sans exception, sont francophones. Et puis, donc, à terme, point d'interrogation. Et puis, vous avez l'autre cas de figure, évidemment, pour l'avenir, c'est la République démocratique du Congo, qu'on connaît bien. Et déjà, dans la première période de l'indépendance de l'ex-Congo belge, entre 1960 et 1963, déjà dans une guerre civile, le Kivu, le Kasaï, le Katanga avaient des poussées indépendantistes. La question reste entière et dramatique pour l'ensemble, à terme, de l'Afrique centrale. 2 remarques pour terminer et clore, peut-être en moins de 10 minutes, amiral, Monsieur le Président, sur l'Afrique. 2 remarques, la vitalité délétère, évidemment, du conflit et du facteur ethnique. Vous nous avez expliqué il y a 30 ans, 20 ans, que les ethnies étaient des constructions coloniales. Il faut bien voir que les ethnies sont une donnée de la vie en Afrique. Et puis, deuxième remarque pour l'Afrique, c'est la puissance destructrice. Très important dans l'étude de la conflictualité, la puissance destructrice des armes de poing et des armes blanches. C'est, si l'on ose dire, des armes de petite portée, et de portée presque humaine, finalement. 3e coup de projecteur sur la Méditerranée arabe, puisque c'est beaucoup plus récent. Là aussi, je suis désolé d'insister là-dessus, mais c'est la multiplicité des guerres civiles. J'ai compté, depuis la guerre civile du Liban, donc entre 75 et 89, j'ai compté pas moins d'une dizaine, 9 exactement, de guerres civiles qui ont endeuillé le monde arabe. Liban, évidemment, Algérie, Yémen, Irak en 2003, Palestine en 2007, Libye récemment en 2011, Syrie depuis 2011, et évidemment l'Irak à nouveau. Là aussi, on retrouve les mêmes caractéristiques, l'anomie, le désordre, l'absence d'ordre, les bandes armées, la criminalité organisée et le terrorisme. Ce sont des cocktails sans jeu de mots explosifs et qui sont une donnée apparemment durable de la nouvelle conflictualité. Et pourtant,
Il y a là dans les conflits arabes quelque chose qui devrait, et conflits intestins, conflits internes qui devrait nous interroger, comme on dit maintenant, c'est le fait qu'on peut considérer, à tort ou à raison, mais on peut en tout cas considérer que les causes de ces conflits, tels qu'on les a vus se dérouler depuis fin 2010, début 2011, donc au lendemain des événements en Tunisie, ces conflits ont des racines beaucoup plus sociales et économiques que directement politiques ou directement religieuses, malgré donc la tendance de l'islamisme radical. Jamais le monde arabe n'a été aussi éclaté qu'aujourd'hui. Il est riverain, la Méditerranée est une mer commune, c'est pas une mer partagée, elle appartient à tout le monde, et vous voyez que cette Méditerranée arabe est à feu et à sang. Quelques remarques de conclusion, par définition personnelle, je vous les suggère, elles sont matière à débat comme toute chose. Faillite de l'ingérence militaire qui avait commencé en 1991, de l'ingérence bottée, comme on avait dit, fonte, et le terme n'est pas trop faible, fonte du droit international et du respect du droit international, aussi bien au Kosovo qu'en Irak, évidemment, Bush fils en 2003, qu'en Libye avec la violation, par la France notamment essentiellement, de la fameuse résolution en 1973 qui ne permettait pas ce que la France y a fait en Libye pour hâter la chute du régime Kadhafi, et évidemment aujourd'hui les États-Unis, ce qui contente tout le monde d'ailleurs, tout à fait illégalement, se livrent à des frappes aériennes contre la Syrie. Ce n'est pas le cas pour l'Irak, c'est à la main du gouvernement irakien. Autre train de conclusion, 5 guerres de coalition depuis 1991. 5 guerres de coalition entre 1945 et 1991, il n'y en avait qu'une seule, c'était la guerre de Corée, 1950-1953. Et ces 5 guerres de coalition touchent d'une façon absolument systématique le monde musulman. Le monde musulman. 3 pays arabes et 2 autres musulmans non arabes. Bien entendu, je cite l'Irak 2003, le Kosovo, présence de la France de 1999, l'Afghanistan 2001, la Libye évidemment de 2011, et on voit 5 guerres, et j'ai cité l'Afghanistan, 5 guerres de coalition. On va sans doute de plus en plus pour l'avenir vers des coalitions ad hoc, c'est-à-dire que c'est une tendance lourde de la vision américaine de son utilisation de la force armée, donc utilisation collective. On va vers des coalitions ad hoc, et il est vraisemblable que le futur président, qu'il soit démocrate ou républicain aux États-Unis, montrera ce que nos amis, je crois, marins appellent des task force à l'américaine, c'est-à-dire des coalitions adaptées à la mission, adaptées au calendrier, adaptées au type d'armes à employer, donc des coalitions sui generis. Cela me paraît à toute modestie une tendance lourde. Faillite aussi des OLP, des opérations de maintien de la paix ONU, avec notamment une gangstérisation de la violence qui semble, au moins pour les 15-20 ans à venir, et ça passe vite 20 ans, qui semble un phénomène attendu, la gangstérisation de la violence. Et puis on retrouve, et pour terminer, on retrouve des leçons tout à fait classiques de la géopolitique, c'est-à-dire qu'au fond, les territoires, qu'ils soient terrestres ou maritimes, sont des territoires objets de convoitise. On n'invente rien. Ces territoires, on le voit évidemment dans les différents continents, et je n'ai même pas parlé de l'Asie. Mais territoire maritime, on peut prendre là cette fois un exemple asiatique, c'est les zones économiques exclusives, la fameuse colonne d'eau qu'il y a autour par exemple des îles convoitées en Asie de l'Est, et zones économiques exclusives qui forment donc des colonnes d'eau d'un rayon, cercle d'un rayon de 380 km, et qui confèrent des droits exclusifs, sinon souvent exclusif, donc aux pays souverains considérés. Donc on voit qu'au fond, le territoire, qu'il soit terrestre ou maritime, c'est une vieille leçon de la géopolitique, reste éminemment convoité et l'objet de conflits armés, voire de guerre. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président. J'espère ne pas avoir outrepassé mon temps. Alors,